Alors, au niveau bovin-viande, donc le choix s'était porté bien évidemment sur des systèmes naisseurs-engraisseurs, hein, parce que c'est la grosse question de l'engraissement des bovins-viande dans notre territoire. Et au niveau de l'engraissement, ben, quel que soit le type d'animal, hein, que ce soit des veaux donc de moins de 8 mois ou des bœufs de plus de 40 mois, mais ce qui importait, c'était d'avoir des naisseurs-engraisseurs. Au niveau des bovins laits, c'était donc les acteurs des filières bio demandaient quand même des références sur des systèmes relativement productifs, c'est-à-dire avoir au moins ou avoir un petit 6 000 litres de lait par vache pour mieux connaître le fonctionnement de ces systèmes relativement productifs par animal. Au niveau des ovins laits, c'était des références sur des systèmes cohérents avec diverses périodes de production pour répondre aux besoins de l'aval, parce que les ovins laits, bon, forcément, ils sont principalement concentrés sur le bassin de Roquefort, hein, dans le Massif central, et donc fortement un fort lien avec l'aval et fortement piloté par l'aval. Les ovins viandes, c'était avoir des systèmes spécialisés en recherche d'autonomie alimentaire avec une bonne valorisation de l'herbe pour la finition des agneaux. Parce que vous savez tous que sur les ovins viandes bio-conventionnels, la majorité des agneaux sont finis en bergerie avec du concentré. Et enfin, sur les caprins laits, d'avoir des références sur ces systèmes, parce que jusqu'à présent, dans les projets précédents, il n'y avait pas de référence sur les caprins, on avait des références que sur les ovins et sur les bovins, et donc sur les caprins, d'avoir des caprins fromagés et des caprins laitiers qui livrent leur lait. Voilà. Euh, donc sur cette carte, vous avez un petit peu la répartition des fermes. Et tous les ans, il y avait à peu près entre 65 et 70 fermes qui étaient enquêtées, hein, selon la méthodologie harmonisée Inosis réseau d'élevage. Et toutes les données structurelles, techniques, économiques ont été capitalisées et renseignées dans la base de données Diapason. Hein, donc ce qui veut dire aussi une harmonisation de la méthodologie et des indicateurs structurels, techniques et économiques des exploitations. Donc, à peu près 65 à 70 fermes enquêtées par an. Et chose intéressante, c'est qu'on a pu avoir un échantillon constant de 58 fermes sur les 5 années de 2014 à 2018. Donc, c'est de cet échantillon dont je vais vous parler. Et vous voyez que dans cet échantillon, on avait 16 bovins laits, 13 bovins viande, 11 ovins laits, 10 ovins viande et 8 caprins laits. Donc, alors, c'est à peu près l'une des dernières fois que je vous parlais des ovins, des caprins, etc. Parce que ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont des résultats tendanciels qui concernent la moyenne de l'ensemble de ces exploitations. Hein. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a eu certains traitements statistiques pour essayer de s'affranchir de l'effet production, hein, notamment en travaillant sur des basses 100 ou sur des moyennes centrées réduites par production pour éviter certains biais liés à une production plutôt qu'à une autre. Alors tout d'abord, pour situer ces exploitations. Hein, donc là, on a situé sur ce tableau ces exploitations, notamment la structure de ces exploitations, par rapport aux exploitations professionnelles statistiquement représentatives des exploitations agricoles françaises, donc du RICA, du Réseau d'information comptable agricole. Et là, sur ce tableau, vous avez la moyenne des exploitations des OTEX bovins lait, bovins viande et petits ruminants dans le Massif central, du RICA en bleu et du réseau bioréférence en rouge pour les années de départ 2014 et les années de fin de 2018. Bon, ce qu'on peut constater, c'est que les exploitations de notre réseau bioréférence sont de taille en surface agricole tout à fait similaire aux exploitations du RICA, hein, et également, elles ont augmenté de taille comme dans le RICA. Vous voyez, on est entre 90 et 95 hectares de SAU. Par contre, effectivement, ces exploitations en consacrent une part de leur surface agricole plus importante à la surface fourragère, pourcentage de SFP, et sachant que la surface fourragère ici est pratiquement à 99% de l'herbe, hein, très peu de fourrage annuel. Euh, il y a moins d'UGB, les troupeaux sont moins importants qu'en moyenne des exploitations du RICA. Hein, donc, même surface agricole et moins d'UGB, donc ce qui veut dire qu'on a un chargement moindre. Vous voyez, on est autour de 1 UGB par hectare de surface fourragère quand on navigue entre 1,30 et 1,4 dans les exploitations du RICA.
Donc, comme on a un troupeau de moindre importance, on voit que le produit brut en kilo-euros, non, pardon, le produit brut est légèrement supérieur, hein, mais ça, c'est lié aussi et principalement sur le lait à une valorisation supérieure des produits, hein, même si on a un peu moins d'animaux, moins de production, mais un prix un peu plus élevé, principalement sur le lait, on y reviendra. Un EBE, excédent brut d'exploitation supérieur, légèrement supérieur, mais également, chose très importante, une efficience économique calculée avec le rapport EBE sur produit brut, qui est plus important, notamment en 2014, dans nos exploitations de bioréférence par rapport au RICA. Par contre, ça s'est dégradé pour 2018. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 années pour que cette efficience économique se dégrade. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a quand même des exploitations qui sont de taille en surface agricole tout à fait comparables à la moyenne des exploitations d'élevage du Massif central conventionnel. Qui sont déjà bons, parce que l'efficacité économique en conventionnel de 36. Qui sont déjà bons, oui, effectivement. Parce qu'on est dans valeur ajoutée en fromage, on a aussi ici le Massif central, ça peut expliquer ces bons résultats. C'est pas évident, pas évident, parce qu'il y a aussi une forte représentation des systèmes bovins-viande qui, eux, souvent, en termes de valeur ajoutée, sont pas terribles, voire négatifs pour beaucoup en conventionnel. Bien. Alors, sur nos 58 exploitations, eh ben, pas de surprise, hein, sur 5 ans, des structures qui s'agrandissent. Hein, vous voyez sur le graphique de gauche, hein, la surface agricole totale qui augmente de 9%, mais tout a augmenté dans les mêmes proportions. C'est-à-dire le nombre d'UGB totaux, la surface fourragère totale, les hectares de culture, tout ça augmente à peu près dans la même proportion. Donc, ce qui veut dire que sur ce pas de temps, je dirais la part d'herbe, la part de culture et le chargement animal par hectare de surface fourragère n'a pas bougé, vu que tout a augmenté en même proportion. Donc, cette dynamique d'agrandissement, elle est légèrement plus rapide que celle du RICA, hein, mais dans le RICA, on constate aussi toujours une certaine dynamique à l'agrandissement. Par contre, on a une particularité dans nos exploitations bio, là, par rapport aux exploitations professionnelles du RICA, c'est que la main-d'œuvre totale a également augmenté dans la même proportion, plus 9%. Hein, alors que dans les exploitations conventionnelles, souvent on a une augmentation de la taille à main-d'œuvre constante. Donc là, la productivité du travail, c'est-à-dire le nombre d'hectares ou le nombre d'UGP par travailleur, ben, n'a pas bougé, est restée relativement constante, hein, vu que tout a augmenté dans la même proportion. Donc, l'agrandissement, la même tendance que les conventionnels. Par contre, la productivité du travail, qui elle ne progresse pas mais se maintient, ça c'est une particularité de ce réseau-là. Est-ce que c'est une particularité de toutes les fermes bio? Ça, je ne sais pas. Alors, au niveau de la productivité animale, donc la productivité animale qui est mesurée ici pour les femelles laitières, pour les systèmes laitiers, par le nombre de litres de lait par femelle laitière, hein, et pour les systèmes bovins-viande, par les kilos de viande vive, enfin pas les systèmes bovins-viande, les systèmes viande, bovins et ovins, par les kilos de viande vive produits par UGB. Donc là, sur ce graphique, j'ai tout ramené à une base 100 à la première année. Hein, et on regarde pour chacun des éleveurs comment ça a évolué. Et voyez que le trait pointillé au milieu correspond à la moyenne de l'échantillon. Et globalement, on a une productivité animale qui est restée relativement stable. Hein, c'est-à-dire qu'on est toujours autour de l'indice 100 sur ces 5 ans, avec quelques particularités selon les productions. Hein, voyez que les ovins laits, donc c'est la production où on a gagné le plus de productivité animale. Le litre de lait par brebis ont gagné 10%. Les litres de lait par chèvre a gagné 7%. Par contre, au niveau des bovins viandes, on a eu une très forte dégradation
de la productivité animale en ovin viande, pas en bovin, en ovin viande, hein, sur les brebis viande, et une légère baisse sur les systèmes laitiers. Alors, pour expliquer ces quelques particularités en production, eh ben, je vous renverrai vers les données de chacune des productions, hein, qui sont analysées par les référents de production, parce que dans le système bioréférence, dans le projet bioréférence, chacune des productions a été suivie par un référent, donc un ingénieur de l'Institut de l'élevage. Et si vous allez sur le site du pôle bio, eh ben, vous avez tous les résultats annuels et les comparaisons interannuelles de chacune des productions. Et comme ça, vous pourrez voir exactement ces gains ou ces baisses de productivité animale, comment elles se sont exprimées et pourquoi elles se sont exprimées dans chacune des productions. Mais retenez qu'en moyenne, sur l'échantillon, on a une productivité animale relativement stable. Par contre, on va avoir une dégradation de l'autonomie alimentaire. Ici, vous avez les concentrés distribués et consommés par UGB, en kilos par UGB, avec la partie bleue de l'histogramme qui sont les concentrés intraconsommés, donc principalement des céréales, mais quelques protéagineux au méthyl, produits cultivés sur l'exploitation et distribués aux animaux, et en rouge, en orange, les concentrés achetés. Hein. Et vous voyez que les concentrés intraconsommés, ils augmentent légèrement, on est entre 325 et 350 kg par UGB, mais surtout, les concentrés achetés, eux, ne diminuent pas, vu qu'on est de 440 à 480 kg par UGB. Et voyez que la quantité totale de concentrés distribués par UGB passe de 770 kg par UGB à pratiquement 850 kg en 2016, année de sécheresse. Bon, voyez quand même tout de suite qu'on a une productivité animale qui reste stable, on a un chargement par hectare de surface fourragée qui reste stable. Par contre, on a une augmentation de la quantité de concentrés distribués, donc ce qui veut dire qu'on a une dégradation de l'autonomie alimentaire de ces animaux. Et si on calcule cette autonomie alimentaire en énergie, c'est-à-dire la part des unités fourragères, des besoins énergétiques des animaux couverts par l'énergie des aliments produits sur l'exploitation, fourragés concentrés, vous voyez qu'on passe de 88 en 2014 à 84 en 2018. Hein, donc on a une dégradation de l'autonomie alimentaire, mais avec aussi un fort effet sécheresse en 2016 et également en 2018. Dans certains secteurs, il y a des productions qui ont souffert et où on a vu que la productivité animale s'est maintenue, mais s'est maintenue au prix d'achat d'aliments. Alors, en économie, comment tout ça se traduit en économie? Donc là, on raisonne à échantillon constant, donc on va regarder les résultats économiques bruts année après année. Donc l'histogramme qui est à gauche sur ce graphique avec la partie bleue qui représente les produits animaux, partie orange les produits culture pour les quelques éleveurs qui vendent un peu de culture. Il y a d'autres produits et en jaune les aides totales. Voyez que le produit brut, en l'espace de 5 ans, augmente de 25 000 euros, c'est-à-dire de plus 13%. Bon, lié principalement à l'augmentation de la taille des exploitations. Par contre, l'ensemble des charges, hein, donc que ce soit les charges opérationnelles animales, les charges des cultures et les charges de structure, travail, mécanisation, bâtiment et foncier, ben, vous voyez qu'elles augmentent plus rapidement que le produit, elles augmentent de 36 000 euros, donc de plus 23%. Et dans ces charges qui augmentent, vous voyez en vert, ce qui augmente le plus, ce sont les charges opérationnelles animales, bon, on le verra, l'achat d'aliments, hein, mais également en gris, on a les charges de mécanisation aussi, hein, en euros constants, qui également augmentent. Alors, du coup, le produit augmente, mais les charges augmentent plus vite que le produit. Donc, on le voit sur le graphique de droite, où vous avez la courbe
en vert, si on prend un indice 100 sur le prix unitaire de vente du produit majoritaire d'exploitation, donc c'est-à-dire du litre de lait ou du kilo de viande, vous voyez que le prix unitaire de vente a gagné 3 ou 4% en l'espace de 5 ans. Par contre, le coût de production de ce même litre de lait ou de ce même kilo de viande, lui, il a augmenté de 10%. Donc là, il y a vraiment un problème entre le prix de vente des produits et le coût de production de ces produits, et qui s'est traduit par les courbes que vous voyez à droite, une baisse de 15% de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, par UMO exploitante, une baisse du revenu disponible de 25%, c'est-à-dire ça se chiffre à moins 8 300 € par UMO exploitant, mais également, on parlait de valeur ajoutée, une baisse de la valeur ajoutée par travailleurs totaux, et sachant que cette valeur ajoutée représente quand même la richesse créée par les systèmes d'exploitation, vu que la valeur ajoutée, c'est le produit ORED moins les consommations intermédiaires. Donc, on a une baisse quand même de la valeur, de la richesse créée par ces systèmes-là. Donc, même si on est toujours sur une valeur ajoutée positive d'environ 20 000 € par travailleur, ce qui n'est pas négligeable et largement supérieur au système conventionnel, il n'empêche qu'on a cette dégradation sur les 5 ans. Bien. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là-dedans pour expliquer cette baisse un peu de la valeur ajoutée et ce gap qui s'est, ce fossé qui s'est creusé entre prix de vente et coût de production. Déjà, sur l'augmentation du produit et des charges. Juste en mode diaporama, sur le chat, il va pas. Ah. J'espère que ça suit. Et non, ça va pas. C'est bon pour toi comme ça? Pour moi, c'est bon, oui. Ouais. Et voilà. Merci. Donc, l'augmentation, on a vu cette augmentation des produits et des charges. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces augmentations sont liées à l'augmentation des volumes produits ou des volumes achetés, ou est-ce que cette augmentation peut également être liée à des évolutions de prix, c'est-à-dire que j'ai quand même des prix d'achat de mes intrants qui augmentaient, de mes aliments, de mon fuel, etc. Donc, c'est essayer de voir un petit peu la décomposition entre les variations de volume et les variations de prix, c'est-à-dire que est-ce que les éleveurs ont subi des variations de prix ou est-ce qu'ils ont produit et surtout acheté plus en volume. Et donc, en faisant cette variation de prix et de volume, on va être capable de calculer ce qu'on appelle le surplus de productivité globale, c'est-à-dire qu'entre deux périodes, on va calculer la variation de volume des produits moins la variation de volume des intrants. Et c'est-à-dire que entre ces deux périodes, si le volume d'intrants augmente plus rapidement que les volumes de produits, eh ben on a une baisse de la productivité, de l'efficience technique de notre système de production. Par contre, s'il augmente, eh ben on a une augmentation de la productivité des systèmes. Donc là, les produits, on a pris en compte tous les produits des exploitations, le lait, la viande, les céréales, et puis également s'il y a un petit peu de service, des gens qui font un peu de travail à façon, des choses comme ça. Et pour les intrants, on a pris tous les facteurs de production, c'est-à-dire les consommations intermédiaires, donc tous les achats de biens et de services à l'extérieur, mais également le foncier, parce qu'on a eu une augmentation de taille, donc il y a plus d'hectares utilisés, le capital, c'est-à-dire que les gens ont également investi et peut-être acheté un peu plus d'équipements, et également le travail, on a vu aussi qu'il y a un petit peu plus de travailleurs, donc c'est également un volume d'intrants qui a augmenté. Donc cette décomposition prix-volume, on peut la faire, on l'a fait pour chaque poste de produit et chaque poste de charge. Alors, dans nos exploitations, on a des postes où on a, et ça c'est une chose très importante, on a pour chacune des exploitations les volumes et les prix connus.
pour chacune des exploitations, on connaissait parfaitement les volumes de lait et le prix du lait vendu, on connaissait parfaitement les volumes de viande produits et le prix de vente de cette viande, on connaissait également les achats de fourrage et de concentrés en volume et en prix. Donc là, on a pu travailler avec les données réelles des exploitations. Hein. Par contre, on a un certain nombre de postes pour lesquels les volumes et les prix ne sont pas connus. Par exemple, vous avez des frais vétérinaires. Là, on a des euros, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça représente. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de prix, il y a différents services comme ça pour lesquels ce n'est pas connu. Donc, en général, pour faire cette décomposition, on s'appuie sur des indices de prix fournis par l'INSEE, et notamment l'IPAMPA, c'est-à-dire l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole. Mais ces indices de prix fournis par l'INSEE, ils sont globaux pour l'ensemble de la France, mais ne reflètent pas forcément des prix d'achat de produits spécifiques à la bio. Il y a plein de produits qui ne sont pas spécifiques à la bio, du carburant, de l'entretien matériel, ce n'est pas spécifique à la bio. Par contre, on a un certain nombre d'intrants qui sont spécifiques à la bio, par exemple des semences, des semences de prairie ou des semences de méthane, des minéraux pour les animaux, où là, dans la comptabilité des élevages, on n'a pas forcément des volumes, mais on a les valeurs totales. Et là, on ne pouvait pas utiliser les indices de prix donnés par l'INSEE parce que ils sont pas, les produits bio ne suivent pas forcément la même évolution que les indices de prix globaux nationaux. Donc, on a essayé de travailler avec les informations qu'on avait, et notamment dans le projet Bioréférence, différents acteurs allaient voir auprès des fournisseurs, des coopératives, quels étaient leurs prix. Donc, ils avaient le catalogue de prix de différents intrants dans différentes régions, et on a pu faire des moyennes comme ça et essayer de construire nos propres indices avec les informations qu'on a pu glaner auprès des différents fournisseurs de l'agriculture en bio. Donc, ce ne sont pas des indices aujourd'hui qui sont extrêmement solides parce qu'ils ne reposent pas sur une grande base de données, mais c'est une première mise qui est très intéressante et qui permet de suivre l'évolution des prix en bio, chose qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc, le projet Bioréférence nous a permis également d'avoir des références sur ces indices de prix. Alors, une fois qu'on a fait pour toutes nos exploitations cette décomposition prix-volume de toutes les variations des valeurs économiques observées entre 2 années, on a cumulé, si on cumule les variations annuelles de volume, vous voyez sur ces graphiques-là, eh bien, on voit qu'en orange, les volumes de produits agricoles ont effectivement augmenté. Donc, on met tout ça en euros constants, on exprime ça en euros, mais ça représente des variations de volume. Mais surtout, en vert, le volume des intrants totaux, eh bien, vous voyez que le volume des intrants a augmenté beaucoup plus vite que le volume des produits. Et si on regarde les intrants hors travail et hors foncier, c'est-à-dire si on s'intéresse uniquement aux achats de biens et services et aux achats d'équipements, c'est-à-dire qu'à la technique, sans considérer le travail et l'utilisation de la terre, eh ben, on voit que tous ces intrants achetés auprès d'un tiers ont également très largement augmenté, plus fortement que les produits. Et donc, ce qui fait que le surplus de productivité globale, ou l'évolution de la productivité globale des facteurs, eh ben, est négative. On a une baisse globale de moins 2,6% par an. Ce qui est quand même relativement alarmant. Et voyez qu'aucune des 5 productions n'échappe à cette tendance. Donc, dans toutes nos exploitations, en moyenne, les éleveurs ont acheté plus de biens, de services et d'équipements en volume qui n'ont augmenté leur production agricole. Donc, une baisse de la productivité globale des systèmes. Est-ce que c'est rassurant ou pas rassurant? En conventionnel, sur des élevages bovins, on a des résultats similaires. On peut se rassurer comme ça, mais on pourrait se dire, les bio n'échappent pas à la tendance observée globalement, qui peut poser quand même question. Alors, dans ces volumes, on va voir un petit peu quels sont les principaux volumes qui ont augmenté.
Bon, là, on a le volume des produits. Vous voyez, c'est la variation annuelle des volumes des produits, donc qui équivaut à 10 000 euros. Après, sur les consommations intermédiaires, donc les achats d'aliments, de fourrage, d'entretien matériel, de petits matériels, de services d'élevage, d'appro, d'entretien bâtiment et autres fournitures et services, ben, vous voyez que déjà, ça représente pratiquement 17 000 euros. C'est-à-dire que la variation de volume des consommations intermédiaires est déjà supérieure à la variation de volume des produits. Mais en plus, il y a du capital, donc c'est-à-dire des équipements. Les éleveurs en volume ont quand même acheté un peu plus d'équipements. Alors là, je n'ai pas le détail. Quel type d'équipements sont entrés dans les exploitations? Un tracteur plus puissant que le précédent, une nouvelle machine dans l'exploitation, un nouvel équipement. Bon, un petit peu de foncier, ça représente la variation de volume d'hectares. Oui, ce n'est pas énorme. Et le travail, donc la main-d'œuvre salariée, c'est la variation donc à rémunération constante des salariés, ça représente l'augmentation du nombre de salariés par ferme. Et en marron foncé, je dirais à cotisation sociale exploitant constante, ça représente l'augmentation du nombre de main-d'œuvre exploitant dans les exploitations. Bon. Mais surtout, le plus préoccupant, c'est ça, c'est déjà rien que la mécanisation, les fourrages achetés et les aliments achetés, rien que ces 3 postes en volume ont déjà bouffé l'augmentation du produit. Donc déjà, ces 3 postes ont bouffé l'augmentation du produit. Donc autant l'augmentation du foncier, de la main-d'œuvre, ça c'est une évolution structurelle sur laquelle on ne peut pas grand-chose, et qui est tout à fait normale. Mais par contre, en augmentant la surface de l'exploitation, si par unité de produit on met toujours plus d'aliments, de mécanisation, il y a quand même un problème. Et quand on parle de mécanisation, là en bleu clair, c'est les consommations intermédiaires liées à la mécanisation, c'est-à-dire le carburant, le lubrifiant, l'entretien du matériel, éventuellement les travaux par tiers, mais pas les nouveaux investissements, enfin les amortissements des investissements qui sont dans le carré bleu foncé au-dessus. Donc si on cumule les amortissements des nouveaux matériels avec ces consommations intermédiaires mécanisation, ça en fait le premier poste qui augmente en volume sur nos exploitations. Et ce qui fait qu'en moyenne, dans nos exploitations, en euros constants, quand on augmente de 1 euro le volume d'intrant, on augmente de seulement 0,32 euros le volume de produits en plus. Problème. Alors, on a vu cette variation de volume. Maintenant, pour terminer, on va voir la variation des prix. Vous voyez que la variation des prix, la variation des prix des produits est légèrement positive, c'est-à-dire qu'en moyenne, le prix payé aux producteurs pour le lait et la viande, en moyenne, a très légèrement augmenté, et ce qui reste très très faible. Par contre, les aides, les subventions totales ont pas mal augmenté. Bon, ça, c'est lié déjà à l'augmentation aussi de la surface. Donc, comme les aides sont souvent liées à la surface, et notamment les aides découplées, plus également, si on a quelques UGB en plus, les aides à la brebis ou à la vache. Donc, ça fait des aides en plus. Mais également, il y a eu quelques aides sécheresse là-dedans. Donc, on a eu une augmentation des aides. Ensuite, au niveau des consommations intermédiaires, le prix d'achat unitaire des différents biens et services acquis auprès d'un tiers, vous voyez, a très très légèrement augmenté, mais de façon très très faible. On pourrait même dire que le prix d'achat de ces biens et services est resté relativement stable. Ce qui est quand même une chose appréciable, parce qu'en conventionnel, il y a une très forte fluctuation sur ces prix-là. Je vous rappelle qu'on s'arrête en 2018. Là, on n'a pas l'année 2022. On verra ça quand on va jouer les chiffres. Il faut bien situer quand même. Pareil au niveau du capital, vous voyez que les frais d'achat, le prix d'achat du capital n'a pas trop bougé,
et que les frais financiers ont même légèrement régressé, parce que aussi sur 5 ans, les taux d'intérêt ont baissé. Les nouveaux emprunts étaient avec des taux d'intérêt inférieurs aux emprunts précédents, donc ce qui fait que pour les nouveaux emprunts, on a eu une diminution du prix. Au niveau du foncier, ça représente l'évolution du prix de fermage. Donc, ça suit les indices du prix des fermages légèrement à la hausse. Au niveau du travail, travail salarié, une revalorisation des salaires, mais également les cotisations sociales exploitantes qui ont quand même augmenté aussi de façon non négligeable. Mais surtout, le profit exploitant qui a diminué. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que le prix des produits vendus, le prix des produits achetés en bio, contrairement au conventionnel sur cette période-là, ont très peu bougé, alors qu'en conventionnel, on a des yo-yo beaucoup plus importants. Donc, on aurait pu se dire, c'est une chance pour les bio pour stabiliser le revenu. Mais comme les bio, cet échantillon-là, en volume, ils ont pas mal acheté en plus de produits en plus, comment ils ont fait pour financer ces achats de produits? Heureusement, il y a eu un peu plus de subventions, mais surtout, ils ont tapé sur leur propre rémunération. Et on voit le orange, là, la rémunération, la profitabilité des exploitations est en chute libre. Donc, alors, on voit qu'en moyenne, on a vu que le surplus de productivité globale, c'est-à-dire la variation de volume de produits net de la variation de volume des intrants, est négative, en moyenne. Ceci dit, on a quand même une variabilité sur les 58 fermes. Donc, il y a quelques fermes qui ont quand même des résultats meilleurs, voire même des surplus positifs. Donc, la question est de savoir quelles stratégies ont mis en place ces fermes-là pour avoir des surplus positifs, et les fermes qui ont des surplus négatifs, finalement, quels sont les principaux déterminants. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que s'agrandir est une bonne stratégie selon le concept d'économie d'échelle? C'est-à-dire que quand vous agrandissez, vous diluez vos frais fixes et diminuez vos coûts de production. Est-ce que effectivement aussi se diversifier ou se spécialiser dans une production permet d'être plus productif, ou avoir recours à de la main-d'œuvre salariée permet d'améliorer sa productivité? Est-ce que l'autonomie alimentaire et le moindre achat d'aliments permet également d'être plus productif? Enfin, voilà, différentes questions se posent. Et donc, pour essayer de répondre à cette question, on a mis en place donc un modèle économétrique qui permet d'expliquer cette variable de SPG, positive ou négative, et on a appliqué cette méthode économétrique sur nos 290 observations, c'est-à-dire 58 fermes multipliées par 5 années. Et les résultats, c'est qu'il y a 3 facteurs principaux qui vont expliquer le fait que le surplus de productivité est positif ou négatif. Le premier facteur par importance et significativité est l'autonomie alimentaire globale, fourrage et concentré, c'est-à-dire qu'elle influe positivement sur surplus de productivité. C'est-à-dire que les exploitations qui ont le plus fort taux d'autonomie alimentaire ont la plus forte probabilité d'avoir des gains de productivité sur la période. Donc, sachant que l'autonomie en fourrage est prioritaire, et donc il faut trouver le compromis entre productivité animale et achat d'aliments. Parce qu'on a vu que sur la période, la productivité animale a été maintenue, mais au prix d'achat d'aliments. Donc, est-ce que par moment, ne pas accepter de baisser une productivité animale quand il y a un coup de sécheresse ou un autre aléa, et éviter d'acheter? C'est une question, là, ce tableau ne fournit pas la réponse, mais permet de poser cette question. Deuxième facteur par ordre de significativité, la surface agricole totale exprimée en hectares, qui a un impact négatif, c'est-à-dire augmenter sa surface agricole augmente la probabilité d'avoir une baisse de productivité globale des facteurs. Et encore une fois,
comme on a pu le montrer maintes fois, dans les systèmes conventionnels, et apparemment les systèmes bio ne sont pas à côté de cette tendance-là, de cette observation-là, il n'y a pas d'économie d'échelle en élevage. Ça fait pas mal d'années que je le martèle. Et sur n'importe quel échantillon et sur n'importe quel pas de temps, je peux faire ces calculs-là ou d'autres types de calculs, on en arrive toujours à cette conclusion. L'augmentation de la taille des exploitations s'oppose à l'efficience technique et à la productivité des facteurs et donc diminue la profitabilité des exploitations. Et enfin, un troisième facteur qui a également un impact significatif, mais de moindre importance, c'est la spécialisation productive des systèmes, qui semblerait avoir un impact négatif sur la productivité globale des facteurs. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la diversification, notamment polyculture-élevage, parce que c'est ce qu'on a dans ce réseau, les quelques éleveurs qui font autre chose que leur atelier animal majoritaire, c'est bien souvent des cultures de vente. Donc la diversification polyculture-élevage permettrait quelques gains de productivité par rapport à des systèmes 100% spécialisés sur leur atelier animal. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une corrélation, ou certainement aussi, avec l'autonomie alimentaire et la diversification des ressources alimentaires pour les animaux. Bien, donc on va finir par quelques considérations. Bon, oui, j'ai peut-être été rapide. Bon, j'ai peut-être été long. Bon, allez, malgré ce panorama qui peut paraître relativement sombre, quand même rappeler que les performances et l'efficience technico-économique sont quand même globalement bonnes. On a une dégradation au cours du temps, mais on a quand même de bonnes performances et notamment avec une création de richesse et de valeur ajoutée. On a également une stabilité de la productivité animale et des prix de vente, ce qui est quand même un facteur théoriquement positif. On a une stabilité des prix d'achat et des intrants et de services, je rappelle jusqu'en 2018. On a une tendance à l'agrandissement sans augmentation de la productivité du travail, ce qui est une particularité par rapport au système conventionnel, et surtout une augmentation des quantités d'aliments achetés et de la mécanisation. Donc ça, c'est les points à surveiller. Donc les réflexions que ça amène, c'est déjà, maintenant, on est dans une phase, vous voyez, sur l'agriculture, avec une forte inflation sur les prix. Donc il serait très intéressant de suivre l'évolution des prix de nos produits et des achats d'intrants en bio, et de voir si on a une évolution différentielle avec le prix des conventionnels. Ça, c'est un point très important. Et il n'y a pas d'indice de prix nationaux en bio. Donc, c'est avec des réseaux comme ça qu'on est capable de surveiller ces prix-là. La question de l'agrandissement et des volumes de production versus les volumes d'intrants utilisés. Donc, encore une fois, la notion d'économie d'échelle et d'efficience et de productivité des systèmes de production. La question de l'autonomie alimentaire, autonomie alimentaire et aléas climatiques, et pas que climatiques, aussi aléas sanitaires avec des ravageurs dans des zones herbagères de montagne principalement. Et effectivement, quelle stratégie mettre en place pour améliorer cette autonomie alimentaire qui est source d'efficience et source de productivité, mais qui d'un autre côté peut aussi augmenter les frais de mécanisation parce qu'on diversifie les cultures et donc les semis, les récoltes, etc. Donc là, il y a des compromis. Et c'est une question sur la résilience des systèmes qu'on est en train d'étudier à l'heure actuelle. Là, il y a une stagiaire qui travaille là-dessus, sur les résultats 2014-2020 et la résilience des exploitations face à des aléas climatiques. Mais il y a quand même une grosse question sur les charges de mécanisation. Autonomie alimentaire, culture annuelle, mécanisation. Là, il y a des compromis à chercher, des compromis à trouver. Également, la place des entreprises de travaux agricoles dans les exploitations. Peut-être qu'on n'y a pas assez recours, mais il y a un gros travail sur la mécanisation. Et voilà. Et donc, toutes ces questions pourront être traitées là en atelier si on n'a pas d'autres questions, enfin si on n'a pas le temps pour les questions. Mais aussi, ces travaux-là
ces travaux-là, je l'ai quand même indiqué, relèvent l'importance d'avoir des réseaux de fermes relativement conséquents et surtout sur le long terme, si on veut vraiment comprendre le fonctionnement et l'évolution de ces systèmes.